merci beaucoup, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission Li Culture et dans cette télévision Li TV. Et nous recevons aujourd'hui un auteur, un écrivain. Il s'agit de Alassane Bey, qui a écrit en 2019 un essai sur Omar Pène intitulé L'histoire d'une épopée musicale. Et Omar Pène, une des figures de proue de la musique sénégalaise. Et en 2023, Alassane Bey également trempe sa plume sur l'histoire et les origines de la musique reggae. Et avec les éditions Maguilène, il nous a produit un ouvrage titanesque de plus de 500 pages intitulé Le reggae, chronique d'une musique magique. Et dans cet ouvrage de 500 pages, qui porte la signature également des éditions Maguilène, présidé par Alioune Badara Bey, par ailleurs président de l'Association des écrivains du Sénégal, directeur fondateur des éditions Maguilène. Donc Alassane Bey, dans cet ouvrage, revient et relate l'histoire, les origines de la musique reggae, son influence, son impact sociologique et également son dynamisme, sa diversité musicale avec de grands noms qui ont fait l'histoire de la musique reggae, Peter Tosh, Bob Marley, Jimmy Cliff, Benny Spear et des groupes mythiques, Steel Pulse, entre autres. Et nous allons revenir là-dessus. Et Alassane Bey, il est comptable de formation. Il a travaillé au Conseil régional de Dakar. Il a travaillé à la SONEPI, la Société nationale de promotion industrielle du Sénégal. Il a travaillé aussi à l'OAT. Et actuellement, il est assistant du proviseur du lycée Blaise Diagne, Madame John Lotadien, que nous saluons au passage, compte tenu également du dynamisme pédagogique au sein du lycée Blaise Diagne, qui participe à beaucoup de rencontres pédagogiques au centre culturel Blaise Senghor, extra, ce qu'on appelle l'éducation extra-murus. Alassane Bey, nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission Li Culture. Merci beaucoup, mon très cher frère et grand ami Alassane Cissé. Je suis très heureux de partager avec vous cette émission, car je sais que vous faites partie des plus grands journalistes culturels de notre pays, et ça, c'est vraiment notre fierté, car vous avez parcouru quand même un très long chemin, mais vous avez également une très belle plume et vous avez servi quand même au niveau des ministères, au niveau de l'association des écrivains, et vous faites un travail extraordinaire pour le rayonnement de la culture au Sénégal et dans le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci Alassane. Mais un écrivain qui signe un ouvrage de 500 pages sur la musique reggae. Oui. Donc, il faut être passionné de musique reggae pour le faire. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur la musique reggae? Oui, vous avez parlé de passion. C'est une passion. Il est vrai que j'ai évolué dans un univers musical dès mon plus bas âge. Donc, avec, comme tu l'as si bien dit, mon grand frère Alioune Badara, qui est un grand mélomane. Et à la maison, lui, il écoutait quand même la musique cubaine, voilà, la musique hindoue. Il y a un autre de mes grands frères, Beitir Bey, à qui j'ai dédié cet ouvrage, lui qui était amateur de musique reggae. Alors c'était au début des années 70, vers les années 72-73. Alors j'ai grandi vraiment dans cet univers musical. J'avais vraiment l'embarras du choix. Mais j'ai été quand même captivé par la portée des textes de la musique reggae. Absolument. Quand même. Absolument. Bien qu'on n'avait pas un grand niveau d'anglais, on était très jeunes, on ne comprenait pas l'anglais, mais on faisait la traduction, on écoutait et on sentait que cette musique avait quelque chose de puissant que cette musique dégageait.
Absolument. Alors, au fil des recherches, j'ai finalement compris pourquoi cette musique dégageait une telle aura. Okay. Ouais. Alors, parce qu'en remontant la musique jamaïcaine, il faut dire que la Jamaïque a été créée au début des années 1000 par les Indiens Taïnos ou Araoks. Les années 1000, donc c'est un peuple, c'est des Indiens d'Amérique du Sud. Du Sud, donc qui ont créé la Jamaïque et qui veut dire littéralement la terre de l'eau et du bois. Ah, la terre de l'eau Et du bois. Jamaïca. Okay. Ils ont ensuite ils ont transformé en Jamaïque, mais qui veut dire Jamaïca. Okay. La terre de l'eau et du bois. Alors, cette île a été découverte par Christophe Colomb en 1494. Okay. Donc les Espagnols ont été les premiers à annexer la Jamaïque. Il a fallu 1655, de 1605 vers 1670, pour que les Anglais prennent possession de l'île, de la Jamaïque. Et là commence quand même une traite négrière très, très, très forte. Les Indiens ont été pratiquement anéantis, alors il fallait de la main-d'œuvre. Et ils se sont tournés vers l'Afrique, plus particulièrement vers le Ghana et autres. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à amener les esclaves, des esclaves noirs. Donc, et comme ça, ça a commencé à se développer jusqu'à pratiquement l'extinction des Indiens Tanos. Alors, cette musique, elle est révolutionnaire parce que, donc, à partir de ce moment, il y a des formes de rébellion qui vont se développer dans l'île. Et la première héroïne, c'est la reine Nani, qui est originaire du Ghana, de la tribu Ashanti. Ah. C'est la reine Nani. Et elle va opposer une terrible résistance aux Anglais. Pendant plus de 50 ans, elle a résisté aux Anglais. Donc, finalement, elle a été trahie par un de ses amis. Donc, c'est comme ça qu'elle est morte. Certains disent qu'elle n'a même pas été tuée, mais elle est décédée quand même un peu dans l'anonymat. Mais quand même, elle a été la plus grande résistante. Quand même. Ouais. Et même le billet de $500 de la Jamaïque porte son effigie. Ah. Oui, c'est la reine Nani. Ensuite, il y a eu des gens comme Samuel Sharp, qui était un instruit. C'était un instruit, quand même, il a fait des études, mais c'était un esclave. Alors, ils ont senti que les esclaves haïtiens avaient retrouvé leur liberté en 1816. On était au début des années 1830, on était en 1931, il va lui aussi mener une rébellion. Okay. Une rébellion à partir de 1931. En 1932, il sera, mais la résistance sera tellement farouche que l'esclavage sera aboli en 1834. Donc c'est une musique qui s'est inscrite pratiquement dans le sang. En 1865, on a eu ce qu'on appelle la révolution de Morant Bay, qui a été conduite par Paul Bogle, un autre résistant. Paul Bogle, en 1865, il avait vu que malgré l'abolition de l'esclavage, les conditions des Noirs n'avaient pas évolué. Donc, il a mené lui aussi une autre révolution, mais celle-là sera meurtrière, parce que lui, il sera pendu. Oh. Donc, et 438 autres personnes exécutées. Il y a un morceau de Third World, le fameux mythique Third World, 1960 Degrees in the Shade. Le morceau est dédié à cette partie vraiment macabre de l'histoire de la musique jamaïcaine. Donc voilà, donc on s'est imprégné vraiment de cette, de tout ça, pour vraiment nous attacher à cette musique que je qualifie de magique, qui a su traverser les temps et qui a su traverser aussi l'espace. Oui. Et les générations. Et les générations. Parce que, pour en revenir à la musique, parce que nous allons parler aussi des résistants beaucoup plus modernes, comme le Guyanais Walter Rodney, qui est un grand historien. C'était un historien guyanais et qui délivrait des cours dans les universités de la Jamaïque. Mais il avait une autre facette.
il voulait que les Noirs s'imprègnent de leur culture. Alors, pour ceux qui n'étaient pas instruits, il donnait des cours dans la rue pour leur faire comprendre leur histoire. Leur histoire. Alors, en 68, il y a eu beaucoup d'événements. En octobre 68, il est sorti de la Jamaïque pour aller au Canada pour donner des cours là-bas. Alors, les autorités jamaïcaines étaient tellement contents qu'il sorte du pays pour pouvoir l'empêcher de revenir. Ils ont formé empêché de revenir, ce qui avait créé les émeutes Rodney. Rodney, que l'on appelle en jamaïcain Rodney Riots, les émeutes de Rodney, en 1968. Il a été finalement lui aussi tué en 1980 parce qu'il avait vraiment donné aussi du fil à retordre. C'était un panafricaniste né. Oui, et on a vu sur la couverture Marcus Garvey qui prônait le back to Africa. Back to Africa. Oui. Et donc, ça rappelle un peu la relation entre les reggaeman et le roi Haïlé Sélassié de l'Éthiopie. Tout à fait. Ouais. Parce qu'en fait, Marcus Garvey, comme Marcus Mosiah Garvey, c'est pour les Jamaïcains parlent que lui, c'est le Moïse noir. C'est le Moïse noir. En fait, lui, il avait prôné quand même le retour en Afrique. Il a beaucoup voyagé. Il a chanté le panafricanisme un peu partout. Il dit que l'homme noir doit se prendre en charge et les Noirs doivent s'entraider pour leur propre développement et le développement de l'Afrique. Il avait même créé ce qu'on appelle le Black Star Liner. C'est un bateau qui devait servir de rapatriement à tous les Africains qui étaient déportés hors de l'Afrique. C'est ce qu'on appelle le Black Star Liner. C'était un grand bateau. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Il a été vraiment combattu. Il avait créé aussi un journal où passaient vraiment toutes ses activités et toutes les activités des Noirs. Donc c'est un grand chantre. Alors en 1927, il avait prophétisé qu'un roi noir sera couronné et il serait le rédempteur. Alors en 1928, Haïlé Sélassié a été couronné et en 1930, il est investi comme le 225e successeur de l'Éthiopie. Donc, et il faut dire que c'est le descendant direct du roi Salomon et de la reine de Saba. Donc c'est le 225e successeur. Donc lui aussi, il a continué quand même dans cette voie, car Haïlé Sélassié, tout le monde sait que c'est un grand panafricaniste. C'est un grand, il a beaucoup fait pour l'Afrique. Il a construit le siège de l'OIA à Addis Ababa. Donc, c'est ça. Il a offert aux Rasta un immense terrain de plusieurs hectares pour leur permettre de s'investir et de s'installer en Éthiopie. Donc, il a fait beaucoup pour la communauté Rasta. Actuellement, il y a au moins 120 000 Rasta qui vivent en Éthiopie. Donc, ce sont des choses qu'il faut vraiment savoir. Oui. Et on rappelle que Haïlé Sélassié, Léopold Sédar Senghor, Gamal Abdel Nasser, Sékou Touré également, entre autres, Hassan II, ils ont été les fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 en Éthiopie. En Éthiopie, tout à fait. C'est extraordinaire. Avec la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, dont les chartes les poussaient à combattre pour la libération d'autres pays africains, pour leur indépendance. Absolument. Au moins ça, c'est un acquis. C'est un acquis. Et Haïlé Sélassié avait un discours que Bob Marley avait repris. C'est le morceau War. C'est le morceau War. Oui, donc ça date de même. C'est le discours qu'il avait servi en 1963. Quand il parle de la couleur de la peau, tant qu'une race supérieure, tant qu'il existe une race supérieure et une race inférieure, il n'y aura pas de paix. Tant que la couleur de la peau aura une influence sur la couleur des yeux, il n'y aura pas de paix, il y aura toujours la guerre. Donc c'est ce qu'il développe dans ce morceau. Et c'est ce morceau qu'a quand même repris Bob Marley très bien, War, et qu'on peut vraiment écouter un peu partout et apprécier. Oui. Et dans ce morceau qui est cumulé avec Trouble, Bob Marley, Haïlé Sélassié disait ce dont nous avons besoin, c'est l'amour des enfants, l'avenir des enfants, et non
Mais c'est la ça. guerre. Vous savez, le reggae a été admis à l'UNESCO, au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2018. 2018, Plus exactement, le 29 novembre 2018. 2018, classé patrimoine mondial de l'humanité. Absolument. Mais c'est par rapport à son discours. Parce qu'il y a l'humanité, il y a l'amour, mais il y a aussi la résistance. Il y a la résistance, donc, mais aussi il y a l'aspect socio-politique et l'aspect spirituel. Donc tout ça font que cette musique, comme je l'ai dit tantôt, elle est vraiment magique. Parce qu'il y a un genre musical que Bob Marley lui-même disait que c'est vraiment la musique reggae dans son âme, ce qu'on appelle le Nyabinghi. C'est une musique qui est à base de percussions. Vous savez, même les percussions Rasta ont des significations. Et c'est intéressant. Et donc, d'abord, avant de continuer, est-ce qu'on peut trouver ce livre au siège des écrivains du Sénégal, au point E, c'est ça. et également au siège des éditions Maguilène à Colobane? Oui, parce que c'est très riche et c'est très important ce que vous dites. Absolument. Surtout à propos du reggae. Donc, le reggae, en plus des messages contre les injustices sociales, il y a des messages d'humanisme, d'humanité. Vous l'avez dit. Mais également, il y a des messages de ce qu'on peut appeler social living, de vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. De cohésion sociale. Et ça, c'est important. Oui, mais c'est une musique de paix. Donc, malgré quand même le discours d'engagement, parce que c'est une musique de résistance, mais le Rasta prône la paix, prône le vivre ensemble. Et ça, c'est hyper important, surtout dans la société dans laquelle nous évoluons. Mais il faut dire que ce discours a été tenu quand même depuis les années 70. Et les Rastas ont été toujours constants. Toujours constants. Haïlé Sélassié est venu en Jamaïque le 21 avril 1966. Donc, Bob Marley n'était même pas présent. Il était en ce moment-là aux États-Unis. Il venait de se marier avec Rita. Ils ont fait quelques jours et il est parti aux États-Unis pour trouver du travail. Mais quand Bob Marley l'a su, Rita lui a montré quand même, ou l'a appelé et lui a dit comment était le négus. Bob Marley, c'est à ce moment qu'il s'est proclamé Rasta. Il faisait de la musique, certes, mais il n'était pas Rasta. Mais donc, l'influence de cette musique, elle est mondiale. Elle est vraiment mondiale. Et je vous dis que Peter Tosh, par exemple, Peter Tosh, qui est considéré comme l'un des plus grands révolutionnaires de la musique reggae, mais quand même dans ses discours, malgré qu'il prône donc une résistance, mais il y a toujours à côté la paix. Parce que tant qu'on n'aura pas la paix, on ne peut pas vivre ensemble. Absolument. Il faut dire que les politiciens jamaïcains aussi ont beaucoup contribué à ça. Il y avait deux grands groupes, deux grands partis, le GLP, Jamaican Labour Party, et le PNP, People National Party, de Michael Manley et Edward Siaga. Ils ont utilisé les Rastas comme des gangs. Les élections de 1980, il y a eu presque 800 morts. En Jamaïque. En 1972, pour en revenir un peu, les élections de 1972, les Jamaïcains, les Rastas, ont accompagné Michael Manley pour la conquête du pouvoir. Michael Manley avait un bâton qu'il disait détenir donc de l'Éthiopie et qui c'est comme le bâton de Moïse. Voilà, donc qu'on appelait the Road of Correction. Alors, c'est avec ça qu'il a fait la campagne. Les Bob Marley, de grands artistes, Delray Wilson, de grands artistes l'ont accompagné jusqu'à la conquête du pouvoir. Mais quand en 1976, il n'a pas répondu à leurs aspirations, les Rastas l'ont attaqué, ils l'ont défendu, mais ils l'ont attaqué quand même, en espérant qu'il y aurait quand même, un développement dans leur gestion quotidienne, dans la vie donc des Rastas. Donc ça n'a pas été le cas. Et en 1980, ce sont comme je l'ai dit, des élections meurtrières. Malgré que Bob Marley
avait organisé ce qu'on appelle le One Love Peace Concert en 1978. C'était le 21 avril. Le 21 avril, donc c'est une date phare pour les Rastas parce que ça correspond à la visite de l'empereur Haïlé Sélassié en Jamaïque. Donc les deux gangs rivaux, avec Bob Marley, avaient organisé ce concert. C'est le concert de la paix. De la paix. Bob Marley avait réussi sur scène donc à faire réconcilier Michael Manley et Edward Seaga. Oui, absolument. Donc, mais ce n'était que façade. Ce n'était que façade parce que 2 ans après, il y a eu des élections. Mais pire, les deux chefs de gang ont été éliminés. Ils ont tous été exécutés par l'autre parti. Oh là là. L'un à New York et l'autre en Jamaïque. Donc ça n'avait pratiquement servi à rien. Donc voilà. Mais finalement, dans le processus maintenant, la Jamaïque est en paix en termes politiques. Oui, la Jamaïque est devenue quand même beaucoup plus stable. Donc avec la politique, c'est devenu beaucoup plus... On a moins d'élections meurtrières. Donc voilà, c'est actuellement dirigé par une dame. Et que vraiment, ça se passe bien quand même. Oui. Et on se rappelle aussi du grand concert de Bob Marley au Zimbabwe. C'était en 1980. En 1980. En 1980, Bob Marley avait quand même fait un grand concert donc pour la libération du Zimbabwe. De Zimbabwe, ce qui s'appelait la Rhodésie. Oui, pour l'indépendance de ce peuple frère. De concert. Il devait même venir au Sénégal et en Côte d'Ivoire, mais ça ne s'est finalement pu se réaliser. Pour Johnny Seka. Johnny Seka, avec Johnny Seka. Un Pikinois, vraiment vrai acteur culturel. Véritable. Et paix à son âme. Il se repose au cimetière de Pékin. Voilà. Mais les messages de la musique reggae sont très riches. Si je me rappelle, Bob Marley, quand il dit "We don't need no more trouble. What we need is love to guide and protect our sons." Nous n'avons pas besoin de troubles, ni de conflits, ni de guerre. Ce dont nous avons besoin, c'est guider et protéger nos enfants. Absolument. Donc il tenait vraiment aux enfants une manière d'inculquer des valeurs de paix, de tolérance chez les enfants. Mais absolument, les messages sont très porteurs. On les appelle les ambassadeurs. Ce sont des véritables ambassadeurs. Ils prônent la paix et l'amour un peu partout dans le monde. Quand même. Il y a Leonard Percival Howell, celui qu'on appelle le premier Rasta. Bob Marley a pris le surnom The Gong de lui. Il n'est pas très connu et pourtant c'est le premier Rasta. C'est lui. Il était inspiré de la philosophie de Gandhi. Donc, ce sont des gens très instruits. Il a beaucoup voyagé. Il a fait 20 ans de voyage un peu partout dans le monde. Il s'est inspiré de la philosophie de Gandhi. Il avait créé en Jamaïque ce qu'on appelle le Pinacle. Le Pinacle, c'était de 1940 à 1957. Il regroupait tous les Rastas. Et là-bas, il se donnait pratiquement des cours. On lisait la Bible, on faisait beaucoup d'échanges sur l'évolution du monde. Donc, c'est une musique qui n'est pas tombée du néant, qui n'est pas tombée. Les messages sont très, très, très porteurs. Donc, il y a l'aspect spirituel, parce que les Jamaïcains, les musiciens Rasta lisent beaucoup la Bible. Un chapitre a day, c'est un chapitre par jour. Ils lisent beaucoup. Ils sont très cultivés. Ils sont très, très cultivés. Beaucoup ne sont même pas partis à l'école, mais c'est extraordinaire. Ils se cultivent, ils lisent énormément. Il y a beaucoup d'échanges entre eux. Donc je disais qu'il avait créé ce Pinacle, malheureusement lui aussi. Donc les grandes pensées meurent vite, mais on ne peut pas l'enterrer. Ça a pu essaimer un peu partout. Parce que le Pinacle a été détruit par les forces de l'ordre en 1957. Lui, il a été emprisonné. On l'a traité de fou jusqu'à sa mort en 1981, pratiquement la même année donc, que Bob Marley. Donc, lui, quand même, il a beaucoup fait pour la musique jamaïcaine. Et il faut dire que cette musique, c'est une musique évolutive. Il est vrai que la musique reggae, il y a plusieurs genres. Il y a le mento, il y a le calypso, il y a le ska, le rocksteady et le reggae. Et maintenant, nous avons le dancehall, etc. Donc, mais ça a une évolution.
Parce que le mento, on peut dire que c'est la première musique jamaïcaine. Parce que ça a été créé par les esclaves jamaïcains qui, en travaillant et dans des conditions de dur labeur, fredonnaient des chansons qui leur permettaient quand même de souffler un tout petit peu. Oui. C'est le mento. Il y a eu le calypso qui est venu de Trinidad et Tobago. Donc, c'est venu ensuite. Et il y a eu le ska. Le ska qui est venu avec l'avènement de l'indépendance de la Jamaïque en 1962. Okay. Il fallait une nouvelle musique, une nouvelle identité musicale pour accompagner l'indépendance de la Jamaïque. On a créé le ska. Bob Marley a chanté quand même en 1962 des titres de ska. De ska. Ouais. Judge Not, One Cup of Coffee, etc. Donc, il a évolué dans ce sens et beaucoup d'autres. Le ska, il y avait un groupe phare qu'on appelle The Skatalites. The Skatalites, le batteur du groupe, Lloyd Knight, avait dit qu'on devait s'appeler The Satellite en hommage aux Russes qui étaient partis dans l'espace. Dans l'espace. Satellites. Alors donc, l'un des trompettistes, donc Tommy McCook, là, non, on fait du ska, on va faire une fusion. Ska, Talites. C'est le groupe phare des années 62. C'est Sir Coxsone Dodd qui a pratiquement, c'est le producteur là-bas à gauche, dans la couverture, le producteur en haut à gauche, Sir Coxsone Dodd, voilà. C'est l'un des plus grands producteurs de la Jamaïque. Donc ces musiciens étaient sous sa coupole. Il avait créé un studio en 1963 et tous les artistes y passaient. Tous les artistes. Mais ils étaient accompagnés pratiquement par le même groupe, The Skatalites. Donc c'est pratiquement des centaines de morceaux qu'il a produits. Alors après le ska, il y a eu le rocksteady. Parce que le ska a duré jusqu'en 1966. En 1966, on a eu droit au rocksteady qui était un peu plus lent. Le ska avait un rythme saccadé, très rapide. Mais pour pouvoir, comme vous l'avez dit tantôt, pour pouvoir véhiculer leur message, il fallait un son beaucoup plus posé pour permettre aux chanteurs de délivrer leur message. C'est comme ça que le rythme est devenu beaucoup plus lent. C'est vrai que c'est dû à un hasard parce que le bassiste n'était pas présent lors d'une session d'enregistrement. On a demandé à un organiste de jouer la guitare basse à sa place, qui s'appelle Jackie Mitou, qui est un très grand organiste. Donc, le rythme est devenu beaucoup plus lent et ça a permis quand même de développer le rocksteady. Oui. Ensuite, ça n'a pas beaucoup duré. Il y a eu le early reggae qui est né vers 1968 et qui a duré jusqu'en 1973 avec l'avènement de Bob Marley et l'album Catch a Fire, qui a été d'abord enregistré en Jamaïque en 1972, puis on a rajouté des instruments, on a réenregistré en Angleterre avec Chris Blackwell. Donc un grand producteur aussi. Grand producteur le Jamaïcain blanc. Baba Mal, voilà, oui. Très bien. Okay. Donc, et ironie du sort, c'est Jimmy Cliff on peut dire, qui a permis à Bob Marley d'être la star. Ouais. Parce que c'est Jimmy Cliff qui avait un contrat avec Chris Blackwell. Okay. Alors, mais il avait sorti un film qui s'appelle The Hard Day Come. The Hard Day Come, yes. Many Rivers Cross. Yeah, man. Un excellent film. Alors, Bob Marley, qui était en Angleterre sur invitation de Johnny Nash et de son producteur, producteur Danny Sims, il devait accompagner Johnny Nash dans une tournée. Alors, Bob Marley a eu beaucoup de succès lors des premiers concerts. Il n'a plus beaucoup joué parce qu'il faisait de l'ombre à Johnny Nash. Hey. Alors, ils n'ont plus beaucoup joué. Alors, ironie du sort, Bob Marley et ses amis se sont retrouvés en Angleterre sans jouer. Et Chris Blackwell s'est vu lâché par son vedette phare, Jimmy Cliff. Par sa vedette phare, Jimmy Cliff. Alors, Bob Marley s'est présenté comme ça dans les studios. Il dit que je suis un chanteur, nous avons un groupe et nous voulons enregistrer.
Chris Blackwell dit, ah, vous êtes un groupe, vous êtes bien, est-ce que vous êtes bien en scène, etc. Il lui dit, mais vous pouvez compter sur nous. Il n'y a pas d'audition, ni quoi. Il a pris $4 000, 4000 livres, il a remis ça à Bob Marley. Il dit que bon, vous me ramenez l'album dans quelques mois. Et en 2 mois, ils ont fini d'enregistrer l'album. C'est comme ça que Bob Marley est devenu vedette. Ouais, ouais. Donc, il y a beaucoup de concours de circonstances. Ouais. Quand même, les Rastas sont très engagés. Ouais. Leur engagement dans la nature. Oui. Parce que la plupart des Rastas, c'est des végétariens. Oui. Parce qu'ils respectent beaucoup la nature, l'environnement. Absolument. Il y a un 2 poètes qui s'appelle Mutabaruka. Mutabaruka. Alan Wop de son vrai nom. Mais lui, il marche pieds nus. Oui. Parce qu'il dit qu'il va être en contact permanent avec la nature. La nature. Quand il est venu ici au Sénégal, il y avait Bobou, c'est le président Abdou Diouf qui était au pouvoir. Donc, oui. On était ensemble. Alors quand le président l'a appelé, il a envoyé quelqu'un pour lui qu'il veut le rencontrer. Mais il a catégoriquement refusé. Il a dit qu'il ne va pas rencontrer le président, il est avec ses amis Rasta. Mais on l'a quand même persuadé que lui, attention, nous aussi nous avons notre président et qu'il serait bien que tu le rencontres. Il est parti avec un livre qu'il a offert à Abdou Diouf. Ouais. Donc, et puis, les pieds nus. Voilà. Mais il y a plusieurs genres quand même musicaux parce que, par exemple, vous avez ici les 2 poètes. Je parlais de Mutabaruka, mais il y a Linton Kwesi Johnson. Linton Kwesi Johnson, oui. Qui est vraiment, qui est la vedette phare. Oui, avec donc, ses textes denses. Oui, et qui a vraiment su imposer la de poétrie et le reggae en Angleterre, en Grande-Bretagne. Vraiment, il faut lui reconnaître ça. Il y a quand même d'autres. Oui, hommage à Lakdebe en Afrique du Sud. Mais c'est ça, donc l'Afrique aussi, ça c'est l'impact de la musique reggae dans le monde. Dans le monde. Et au Sénégal aussi, il y a eu des vedettes, je pense à Ndiago Diop, Bio Africa, mais il y en a Falman Bazooka, Iba Gueye Massar, il se débrouille. Voilà, le groupe Tim Self. Et il y a l'autre groupe là de boxe, Boxe Amanla. Ils sont tous cités dans le livre. Il y a une partie comme... Mais c'est dommage qu'il n'y a pas un groupe de reggae très fort. Wow, très fort. Au Sénégal. Tous les groupes quand même qui sortent un peu du lot, ils sont basés à l'extérieur. À l'extérieur. Les Natijan et autres. Ils font de... Il a fait avant-hier un concert. Oui, ils font de belles choses. Ils sont dans le cadre de Stereo Africa Festival. Oui. Mais je me rappelle, quand Bob Marley est décédé, la presse avait écrit, il dressait la jeunesse tiers-mondiste. À l'époque, on parlait de tiers-mondiste face à l'Occident. Parce que aussi, les règlements n'ont jamais voulu l'injustice, c'est-à-dire l'impérialisme, c'est-à-dire Babylone. Comment appréciez-vous ça? Mais c'est ça, c'est quand même le fondement même de la musique jamaïcaine. C'est la résistance face à l'oppression. L'Occident qu'on considère à Babylone. Babylone qu'il faut vraiment détruire. Parce que tous les maux que la Jamaïque, que le tiers-monde rencontre, c'est dû à Babylone, l'Occident. Donc il fallait vraiment faire face. Et la musique reggae, donc sans armes, a su quand même triompher de ce combat. Oui, à travers le monde. Et ça, c'est important de le signaler. La musique reggae s'est imposée à travers le monde. Mais partout, dans tous les continents. En Amérique, aux États-Unis, il y a de grands producteurs qui ont imposé la musique reggae aux États-Unis. Je pense à Dr. Dre qui est un Américain, mais qui a créé des labels uniquement reggae. Donc il a su imposer la musique reggae aux États-Unis. Et il y a Lloyd Banks qu'on appelle Bull Waki, Waki's House of Music, qui a réussi à imposer cette musique. Il a même fait de sorte que tous les grands artistes jamaïcains puissent venir aux États-Unis et enregistrer sur place et faire énormément de tournées. Bob Marley a fait beaucoup de tournées aux États-Unis, énormément avec beaucoup de succès. Et jusqu'à présent, donc voilà, ça ne s'estompe pas.
Oui, oui. Donc nous saluons aussi les efforts créatifs de Alpha Blondy, en Afrique, de Tikenja, Koli, et aussi des promoteurs de la musique reggae, Cheikh Amala Doucouré du Sénégal, Maha de Gorée. Lipéry, par exemple, travaillait sur un 2 pistes ou sur un 4 pistes. Oui. Et le son qu'il sortait, on n'arrive pas à le reproduire. Oui. Jusqu'à présent, il est parti avec son secret. Oui. Donc, et pour en revenir au message, sur le plan spirituel, comme je l'ai dit tantôt, il y a un artiste qui s'appelle Prince Farai. Prince Farai qui fait ce qu'on appelle du DJ style et du dub poetry. Parce que Prince Farai, c'est un dub poète, mais il fait ce qu'on appelle on les appelle les griots de la Jamaïque. Okay. Parce que ce sont des toasters. Ils parlent sur la musique. On leur sert quand même la musique. On compose d'abord la musique et ils posent leur voix dessus, en délivrant leur message. Mais Prince Farai a sorti un album en 1975 qui s'appelle Psalm for I. Mais dans cet album, il ne récite que les psaumes de David. Ah. Vous voyez un peu, oui. Rien que des psaumes. Et pratiquement toute sa carrière s'est basée sur la Bible, sur les psaumes. Okay. Donc ça, c'est l'aspect spirituel. Oui. L'aspect socio-politique aussi, les Jamaïcains ne sont pas en reste. Ils délivrent des messages. Lors du One Love Peace concert, Peter Tosh avait délivré un message quand il dit que la paix est un diplôme que l'on ne délivre qu'au cimetière. Pour dire donc la portée de son combat. Ah oui. Donc pour avoir la paix, c'est un perpétuel combat. Donc même si on a la paix, il faut des stratégies de consolidation de la paix. Absolument. Arroser la paix, de maintenir la paix. Ouais, mais c'est ça. Ah, il a raison. Hein? C'est une belle citation. Ah, et ça, c'est du Peter Tosh tout craché. Avec Peter Tosh, il n'y a pas de compromis. Oui. Donc en plein concert, et puis il a traité les Occidentaux de tous les noms d'oiseaux. Il a même demandé malheureusement, il n'y avait même pas eu d'image parce qu'il avait demandé aux caméramans d'éteindre les caméras pour pouvoir s'exprimer et s'adresser directement aux politiciens. Il a délivré un discours incendiaire. 2 jours après, on l'a tabassé presque à mort. Okay. On l'a tabassé à mort. Oui, oui. Ah oui, parce que donc c'est du fait de leur engagement. Il y a un autre de poète, un autre de poète qui s'appelle Michael Smith, un brillant poète, qui avait fait beaucoup de concours, même à l'extérieur de la Jamaïque. Il avait représenté la Jamaïque dans des concours de poésie. Mais lui aussi, comme Walter Rodney, il faisait des récitations de poésie dans les rues de la Jamaïque pour conscientiser les populations. Il a été lapidé à mort par les gardes du ministre de l'Intérieur. Oh. Vous voyez un peu. Oui. Donc ça, c'est le prix de leur message et de leur combat. Oui. C'est extraordinaire. Donc les Rastas, les musiciens de reggae ont porté le combat de la liberté et de la paix. Ils ont prôné, comme je l'ai dit tantôt, la résistance, l'opposition, mais la paix et l'amour d'un autre côté. Ouais. Parce que ça va de pair. Ouais. Ça va de pair. Quand on va avoir la paix, quand même, il faut se battre. Mais quand on l'a, quand même, il faut mettre de l'harmonie et mettre, mettre la pédale douce, comme on dit. Donc, voilà, c'est... Et donc, nous étions avec Alassane Bey, et ce livre est préfacé par Olivier Albo, et postface le professeur Ablaye Racine Senghor. Oui, il faut que je rende hommage à ceux qui ont contribué à ce... Olivier Albo, c'est qui? Olivier Albo, c'est un ami français. Il m'a été présenté par Amala en 1994. Il était venu ici en vacances. Il était à la recherche d'un album reggae. Alors Amala m'a appelé, parce qu'avec Amala, on se connaît depuis 1989. Il m'a appelé pour me demander si j'avais cet album. Je lui ai dit que bien sûr que je l'ai, et même j'ai sa version instrumentale. Il me dit, ah bon? Alors j'ai enregistré les 2 albums dans une cassette que j'ai offerte gracieusement à Olivier Albo. Alors il a demandé à me rencontrer. Alors quand il m'a appelé, je lui ai dit que oh, c'est pas la peine, ça je fais ça naturellement. Parce que voilà quoi, le rasta est partagé. Mais il a insisté. Alors on s'est rencontrés, on a beaucoup discuté, et c'est comme ça qu'est née une relation vraiment très franche. Et dès son retour, il m'a envoyé une dizaine de cassettes. Et donc,
c'est l'un des plus grands spécialistes de la musique jamaïcaine. Il a fait 7 fois la Jamaïque. Quand les chanteurs jamaïcains viennent en France, ils logent chez lui. Même Amala, quand il était en France, il vivait chez Olivier Albo. C'est un grand ami. C'est un grand ami, un grand connaisseur de la musique reggae. Professeur Abdoulaye Racine Senghor, lui, comme vous savez, il y a des relations très fortes qui me lient à lui. Donc, c'est une sommité culturelle. Ouais. C'est une sommité culturelle, mais il est tellement généreux. Et il a fait une postface quand même de qualité. Ouais. Il a dit à Alioune Badara Beye, Ali, Alassane n'est pas ton frère. C'est mon jeune frère. Pour vous dire les relations que nous lient. Et pour les autres, quand même, il y a beaucoup qui ont contribué. Il y a Cheikh Amal Doucouré qui a fait une très belle contribution. Il y a le professeur Mara, qui était le secrétaire général du SAES, Seydi Ababakar Ndiaye. Ouais, il a fait. Donc, il y a mes amis qui sont en France aussi, Sega Ndiaye, qui a fait aussi une belle contribution. Il y a un ami d'enfance qui est à Kolaban, Momodou Bari Gassama. Il y a également Lamine Marras Good Boy. Lui, c'est pratiquement mon jumeau. Lui, on se connaît depuis 1984. Donc, voilà. Et on se partage tout. Wow. Lui aussi, il a fait une contribution. Il y a aussi Fadel Diagne. Lui aussi, il m'a beaucoup aidé quand même. Parce qu'on a corrigé ensemble le livre, qui m'a pris presque une dizaine d'années d'écriture, de recherche, de confrontation. Wow, ça m'a pris presque... Je l'ai écrit bien avant le livre sorti sur Omar Pène. Ah, donc, ouais. D'accord, voilà. D'accord. Donc, une dizaine d'années donc de recherche. De recherche. Comme vous dites, de confrontation. De confrontation. Pour produire 500 pages. Et puis très riche. Ouais, c'est 593 pages. Donc voilà, on espère que ce livre fera le tour du monde. Parce que quand même, c'est la première fois qu'un Sénégalais écrive sur la musique reggae. Et je dépasse même le Sénégal, je dis qu'en Afrique noire francophone, c'est une première. Parce que tous les ouvrages sur la musique reggae étaient l'œuvre de Britanniques, de Français, d'Américains, qui écrivaient beaucoup sur la... Et généralement, c'était sur des artistes ou bien sur un aspect bien particulier. Mais ce livre, sa particularité, c'est-à-dire que c'est un touche-à-tout. Il y a les origines, il y a l'impact, il y a son influence, les mutations musicales, comme je l'ai développé, mais il y a une partie qui est réservée aussi aux ambassadeurs, ceux qui ont porté la musique reggae à travers des textes très porteurs et très forts, un peu partout dans le monde. Donc ce sont les chanteurs, il y a des connus et des moins connus qui sont dans le livre. Il y a les DJ que j'appelle les griots. Donc les Ouroy, Airoy, voilà. Donc ces gens qui sont vraiment de très très grands artistes. Il y a les deux poètes, Mouta Baruka, Linton Kwesi Johnson. Il y a même les percusseurs, ceux qui font le Naya Bingi, qui est la musique originale, qui est la vraie musique jamaïcaine, avec Ras Michael, avec Kant aussi, and the Sons of Negus. Mais voilà, donc c'est pratiquement un grand ensemble. Mais parfois les percussions de Naya Bingi nous rappellent les djembés, ou bien les Bouger Djola, ou bien les djembés Mandé. Mais c'est ça. C'est extraordinaire. Mais parce qu'on dit que cette musique, ces percussions proviennent du Ghana. Ok. Donc, à l'époque Gold Coast. Donc avec les rythmes, on l'appelle ça le rythme bourou. Donc les percussions bourou, donc qui ont été vraiment importées depuis l'esclavage, donc par les esclaves. Donc et transportées en Jamaïque, qui se sont adaptés par la suite. Oui. Et je conseille vivement au monde, non seulement au Sénégal, en Afrique, mais il faut que le monde lise ce bel ouvrage de plus de 500 pages sur les origines, les mutations, les perspectives même, tout à fait, et l'impact, les influences de la musique reggae. Parce que le message fondamental de la musique reggae, c'est non à l'injustice, oui à la paix, à l'amour, à la liberté, et surtout au social living. C'est-à-dire à une cohésion sociale, à un vivre ensemble. Et actuellement, le vivre ensemble est un slogan qui est à la mode. Qui est d'actualité. C'est d'actualité. Au moment où les reggaeman parlaient de social living, et ils le faisaient en utilisant le terme as et non I qui veut dire moi et moi, pour dire nous. C'est-à-dire que
Moi et Alassane, c'est la même chose. Au lieu de nous, je dis I and I, moi et moi pour définir le nous. Ouais. C'est hyper important. Voilà. Et rendre hommage aussi à Bob Marley qui a porté très haut le flambeau de la musique reggae. C'est le porte-étendard. Étendard. Et grâce à des musiciens également de haute qualité, Aston Family Man Barrett et Carlton, son frère. Aston est venu au Sénégal en 1988 dans le concert pour la santé. C'était en 1988. C'était sans son frère Carlton qui était décédé un an auparavant. En 87. Mais ils ont beaucoup fait. Il y a le soliste Junior Marvin. Il y a les Ice Freeze. Tyrone Downey. Ice Freeze, donc avec Judy Mowat. Rita Marley et Marcia Griffiths qui représente la gente féminine ici, qui est une très grande chanteuse, qui avait fait une carrière solo avant de connaître Bob Marley. Elle a eu du succès bien avant de rejoindre Bob Marley. En 1970, elle avait sorti un single, Young, Gift and Black, avec Bob Andy, qui s'était vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Extraordinaire. C'est une grande chanteuse. On l'appelle la reine du reggae. Tellement elle est... Et puis c'est une dame de personnalité. Donc le monde a besoin de la musique reggae. Oui, mais qui nous nourrit, qui nous arrose des messages de paix, d'humanité, de spiritualité et de social living. Alassane Bey, auteur de ce bel ouvrage, le reggae chronique d'une musique magique, de 593 pages, que vous pouvez trouver au siège de l'Association des écrivains du Sénégal, au Point E, et au siège également des éditions Maguilène à Colobane, dont le directeur général fondateur, M. Alioune Badara Bey, écrivain, dramaturge, poète, vraiment qui a porté également la littérature sénégalaise au-delà des frontières nationales. Alassane Bey, votre dernier mot. Oui, juste vous remercier encore une fois de m'avoir permis de m'adresser quand même aux internautes, aux téléspectateurs et téléspectatrices, de parler de musique reggae, qui est une musique un peu méconnue, incomprise je dirais, incomprise parce que les gens ne vont pas jusqu'au fond des choses pour savoir. On pense que le Rasta, c'est que celui qui écoute la musique reggae, c'est quelqu'un qui se drogue, qui porte des locks, qui porte voilà, qui est enguenillé. C'est pas ça. La musique reggae, c'est dans le cœur et c'est dans l'esprit. Parce que c'est une musique de cœur. La musique basse de la musique reggae est calquée sur les pulsations du cœur. C'est pourquoi cette musique est magique. C'est inspiré du rythme cardiaque. C'est hyper important. Donc, ça résonne. Ça résonne. Donc, je remercie quand même le président Alioune Badara Bey qui m'a permis de sortir cet ouvrage. Je remercie aussi Abdoulaye Fodendion qui a fait la mise en page, qui m'a été d'un très grand apport, et tous ceux qui ont contribué, mais aussi le directeur du livre et de la lecture, M. Ibrahim Lo, qui m'a été aussi d'un très grand apport. C'est l'occasion de saluer aussi le travail qu'il effectue à la direction du livre et de la lecture, mais remercier ma famille. Mon épouse, Siga, que j'appelle Rita. Donc, qui est une fan de reggae. Et tous mes enfants, donc, qui ont quand même grandi et qui ont été bercés à la musique reggae. Donc, toute la famille B à Colobane et les populations de Colobane dans leur intégralité, dans toutes leurs composantes, qui est ma famille naturelle, mon quartier de cœur, Colobane, donc, quand même, Colobane qui m'a tout donné. Colobane qui m'a tout donné. C'est le moment de leur rendre hommage. Mais rendre aussi mes amis footballeurs, les vétérans de Colobane, mais également les vétérans de Benetali qui m'ont aussi adopté dans des moments quand même particuliers. Et ça fait presque une dizaine d'années que je joue avec eux. Sont des gens très bien. Voilà, ce sont les mots que je voulais délivrer en vous remerciant encore et en espérant que ce livre puisse atteindre des sommets. Ok, merci. Je rappelle aussi que vous êtes membre fondateur de l'association des fans club de Omar Pène, de Super Diamono. Et vous avez été aussi administrateur à Mediator. Oui, tout à fait. Donc chargé d'administration et du programme
à Mediator, donc vous avez écrit un livre également. On a beaucoup fait avec Omar Pène. Voilà. Ouais. Et merci beaucoup. Et vous l'avez dit, la musique reggae est une musique de cœur et d'esprit. Et vivement aussi que ce livre soit traduit en anglais pour qu'on puisse aller en Jamaïque pour faire une grande séance de dédicace. Et nous sommes fiers de vous pour avoir proposé à l'humanité, au monde, un ouvrage de 593 pages sur les origines de la musique reggae, les mutations, l'influence, l'impact sociopolitique, entre autres. Félicitations Alassane Bey, mon homonyme, écrivain. Et merci beaucoup, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes de l'ITV. À la semaine prochaine. Merci Babacar Mbodj, merci Seynabou Keïta. Et tout le personnel du lycée Blaise Diagne. Du lycée Blaise Diagne, oui, voilà. Le personnel. Et merci Abdourahmane Ngom pour la réalisation. Et merci, vous me rappelez votre nom? Omar Talla. Merci Omar Talla, hein, un caméraman très vigilant et très subtil. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.